Il existe dans l'aviation mondiale des paradoxes qui défient toute logique. Des compagnies installées dans des hubs ultramodernes, soutenues par des économies puissantes, disparaissent ou survivent à peine, tandis que d'autres, implantées dans des environnements bien plus fragiles, prospèrent contre toute attente. Et parmi ces anomalies, une intrigue fascine les analystes depuis des décennies. Une compagnie aérienne, née dans un pays enclavé, sans accès direct à la mer, avec des infrastructures limitées et une économie parmi les plus modestes du monde, est devenue, en silence, un géant incontesté de l'aviation africaine. Ce n'est pas une success story classique, ce n'est pas une question de chance, ni même de timing. C'est une construction méthodique, presque chirurgicale, qui remonte à une époque où l'aviation commerciale elle-même n'en était qu'à ses débuts. Pour comprendre ce phénomène, il faut revenir en arrière. Pas dans les années 2000, ni même dans les années 80. Non, bien plus tôt, juste après la Seconde Guerre mondiale, à une période où l'Afrique n'était pas encore un acteur autonome dans l'aviation, mais plutôt un terrain d'exploitation pour les puissances coloniales. Dans ce contexte, la création d'une compagnie aérienne nationale dans un pays africain relevait presque de l'utopie. Pourtant, une décision va tout changer. Une décision stratégique prise avec une vision qui dépasse largement le simple transport de passagers. Dès le départ, l'objectif n'est pas de créer une compagnie aérienne classique. Il s'agit de bâtir une institution, un outil capable de connecter un pays isolé au reste du monde, mais surtout un outil capable d'apprendre, de s'adapter et de devenir autonome. Et c'est là que réside la première différence fondamentale avec de nombreuses autres compagnies africaines. Là où beaucoup ont hérité de structures conçues par des puissances étrangères, cette compagnie a été construite avec une volonté claire, maîtriser chaque aspect de son fonctionnement. Au début, l'expertise vient de l'extérieur. Des partenaires internationaux apportent leur savoir-faire, leurs méthodes, leurs standards. Mais contrairement à d'autres modèles, cette dépendance n'est que temporaire. Très vite, une stratégie de transfert de compétences est mise en place. Année après année, les postes clés sont progressivement occupés par des professionnels locaux. Les pilotes, les ingénieurs, les techniciens, tous sont formés en interne. Ce processus est lent, exigeant, mais absolument déterminant. Car dans l'aviation, la compétence n'est pas négociable. Et construire cette compétence en interne, plutôt que de la sous-traiter, change complètement la dynamique. Puis vient une période critique, une période qui aurait pu tout arrêter. Instabilité politique, tensions internes, bouleversements économiques. Dans ce type de contexte, la plupart des compagnies aériennes s'effondrent. Mais ici, quelque chose d'inhabituel se produit. Malgré le chaos environnant, les opérations continuent. Les avions volent. Les investissements se poursuivent. Et surtout, la gestion reste étonnamment stable. Ce n'est pas un miracle, c'est le résultat d'un principe qui va devenir l'un des piliers du modèle, séparer autant que possible les décisions commerciales des influences politiques. Dans de nombreux pays, les compagnies aériennes nationales deviennent rapidement des outils politiques. Les décisions ne sont plus guidées par la rentabilité ou la stratégie, mais par des intérêts à court terme. Ici, ce glissement est évité. Pas totalement, bien sûr, mais suffisamment pour préserver une logique économique cohérente. Et c'est cette cohérence qui va permettre à la compagnie de franchir une étape décisive au début des années 2000. À ce moment-là, elle est rentable, stable, mais encore relativement discrète sur la scène internationale. C'est alors qu'un changement de cap stratégique est décidé. Plutôt que de simplement croître, la compagnie va se transformer. Elle ne veut plus être seulement une compagnie aérienne. Elle veut devenir un écosystème complet. Concrètement, cela signifie quoi ? Cela signifie contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur, ne pas dépendre d'acteurs externes pour les éléments critiques. Maintenance, formation, logistique, services au sol, tout est progressivement internalisé. C'est ce qu'on appelle l'intégration verticale. Et dans l'aviation, c'est un levier extrêmement puissant, car chaque dépendance externe est une vulnérabilité. Chaque service internalisé devient un avantage compétitif. Pendant que certaines compagnies externalisent pour réduire leurs coûts à court terme, celles-ci investissent massivement pour construire ses propres capacités. À première vue, cela peut sembler risqué, mais sur le long terme, les bénéfices sont considérables. Lorsque les coûts de maintenance augmentent à l'échelle mondiale, elle est protégée. Lorsque les compétences deviennent rares, elle les produit elle-même. Lorsque le marché fluctue, elle peut s'adapter plus rapidement. Et cette capacité d'adaptation va être mise à l'épreuve lors d'un événement majeur. Une crise globale, brutale, imprévisible, le trafic aérien s'effondre, les avions restent cloués au sol, les revenus disparaissent presque du jour au lendemain. Pour de nombreuses compagnies, c'est un choc fatal.
Certaines ne survivront pas, d'autres devront être renflouées à coups de milliards. Mais ici encore, la réaction est différente. Plutôt que de subir, la compagnie pivote. Une partie de la flotte est transformée. Les cabines passagers sont adaptées pour transporter du fret. Les opérations logistiques sont intensifiées. Les réseaux existants sont réorientés. En quelques semaines, le modèle économique change. Le transport de passagers chute, mais le transport de marchandises explose. Résultat, là où d'autres enregistrent des pertes historiques, cette compagnie parvient à maintenir un équilibre financier. Ce n'est pas une question de chance, c'est une démonstration de résilience structurelle. Mais il y a un autre élément, souvent sous-estimé, qui joue un rôle central dans cette réussite. La géographie. Sur une carte, certains points sont naturellement stratégiques. Des carrefours entre continents, des zones de passage obligées pour de nombreuses routes aériennes. Et exploiter intelligemment cette position peut transformer une compagnie régionale en acteur global. Le principe est simple, devenir un hub. Mais pas n'importe quel hub. Un hub capable de connecter des marchés qui, autrement, ne seraient pas directement reliés. Des villes secondaires, des régions moins desservies. Des flux invisibles pour les grandes compagnies internationales, c'est là que la stratégie devient particulièrement intéressante. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les grandes routes prestigieuses, la compagnie développe un réseau dense à l'intérieur du continent. Des destinations parfois peu connues, des marchés considérés comme secondaires. Mais chaque ligne alimente le hub, chaque passager supplémentaire renforce le réseau. C'est un effet boule de neige. Plus le réseau est dense, plus le hub devient attractif. Et plus il est attractif, plus il attire de trafic. Ce modèle est extrêmement difficile à reproduire, car il nécessite une vision à long terme, des investissements constants et une tolérance au risque que peu d'acteurs sont prêts à assumer. Et pourtant, les résultats sont là. Une croissance continue, une présence internationale renforcée et surtout, une capacité à résister aux crises mieux que la plupart de ses concurrents. Alors pourquoi ce modèle reste-t-il une exception ? Pourquoi d'autres compagnies, avec des ressources parfois supérieures, n'ont-elles pas réussi à reproduire ce succès ? La réponse est moins technique qu'il n'y paraît. Elle tient à la discipline stratégique. Maintenir une vision sur plusieurs décennies, résister aux pressions politiques, investir dans des infrastructures invisibles mais essentielles, former plutôt qu'acheter, construire plutôt que dépendre. Ce sont des choix difficiles, des choix qui ne produisent pas toujours des résultats immédiats. Mais sur le long terme, ils créent un avantage presque impossible à rattraper. Aujourd'hui, cette compagnie ne se contente plus de dominer son marché. Elle prépare déjà la prochaine étape. Des projets d'infrastructures gigantesques, des flottes en expansion, des objectifs encore plus ambitieux. Et derrière ces ambitions, une conviction simple. L'aviation africaine est encore loin d'avoir atteint son potentiel. La vraie question n'est donc plus de savoir comment cette compagnie a réussi. La vraie question, c'est de savoir qui sera capable de suivre. Car dans un secteur aussi impitoyable que l'aviation, les règles du jeu sont connues. Mais très peu d'acteurs ont la discipline de les appliquer jusqu'au bout.